Maintenant, on va parler des lois des gaz. On va commencer avec la première loi des gaz, qui est la relation entre la pression et le volume, qu'on appelle aussi la loi de Boyle-Mariotte. Le chimiste irlandais Robert Boyle a étudié le comportement des gaz à partir d'un manomètre à tube ouvert. Et à partir de ce qu'il a obtenu comme information et comme données, il a remarqué, comme le français Edmé Mariotte, que la relation entre la pression et le volume était inverse. Ça veut dire que plus que le volume diminuait, plus que la pression augmentait. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion? Mais si on regarde le manomètre à tube ouvert, ici, tu vas avoir le gaz qu'il étudiait, et ça, c'est ton manomètre à tube ouvert. Si on met une certaine quantité ou un certain volume de mercure, ça exerce une certaine pression sur le gaz. Si on augmente et on a la quantité de mercure qui est ajoutée dans le manomètre à tube ouvert, on est en train d'augmenter la pression exercée sur le gaz dans le contenant. Et ça va être représenté par le fait que la pression va être proportionnelle, ou la variation de la pression va être proportionnelle à la variation de la hauteur de ton mercure dans ton tube. Ça veut dire que plus qu'on ajoute de mercure, plus que la hauteur de mercure augmente par rapport à la hauteur initiale, donc plus que la pression a augmenté. Donc, à partir de ça, à volume constant, donc ici, tu as un volume, pas un volume, un nombre de moles constant, donc ce n'est pas un volume constant, mais c'est un nombre de moles constant, plus qu'on augmente la pression, plus que le volume va diminuer. Et vice-versa. Donc, plus que le volume augmente, plus que la pression diminue. Donc, on peut dire que le volume est inversement proportionnel à la pression. Ça, c'est le symbole qui dit inversement proportionnel à la pression. Ça veut dire qu'on peut donner ce qu'on appelle une constante de proportionnalité, qui va être la constante K. Donc, le volume va être égal à la constante de proportionnalité multiplié par l'inverse de la pression, donc 1 sur la pression. Si on prend cette formule et qu'on isole la constante de proportionnalité, donc K, on va obtenir une formule qui va être que la constante de proportionnalité va être égale à la pression fois le volume. Ceci va donc nous permettre de déterminer le volume ou la pression d'un gaz si on change l'un ou l'autre dans un différent contexte. Maintenant, on peut représenter la relation entre la pression et le volume par un graphique. Et on voit qu'on obtient un graphique qui nous donne une courbe qui diminue. Plus que le volume augmente, plus que la pression diminue. Et donc, on peut, au lieu d'utiliser un graphique qui représente, dans le fond, la variation du volume par rapport à la pression sous forme d'une courbe, on peut le représenter sous forme d'un graphique où on fait la relation entre la pression et l'inverse du volume. Et ça va nous donner une droite. Cette droite-là va nous permettre d'obtenir une équation de la forme y égale à mx plus b, où m va être la pente et b va être l'ordonnée à l'origine, et tu vas avoir tes variables y et x. Y va être la pression et x va être 1 sur le volume. Ceci va nous permettre de dire que la pente de la droite, donc la pente de la droite, va être égale à la constante de proportionnalité. Et donc, on va être capable de déterminer, à l'aide d'un graphique où on a la pression par rapport à l'inverse du volume, on va être capable d'obtenir une pente qui va nous donner cette constante de proportionnalité. Peu importe la pression ou le volume d'un gaz, la constante doit être la même, comme la pente d'une droite va toujours être la même, peu importe les valeurs des pressions et des volumes de ce gaz. Naturellement, ça c'est tant que le nombre de moles de gaz n'a pas changé, donc la quantité de gaz n'a pas changé. Maintenant, si on fait varier la pression ou le volume, donc on imagine un scénario dans lequel on va avoir une situation dans laquelle on va avoir un gaz qui va avoir une certaine pression P1, et à cette pression-là, il va avoir un volume V1 qui va être établi. Si on change le volume en augmentant ou en diminuant le volume, donc si on change V pour donner V2,
Ça veut dire que la pression, elle aussi, va changer. Donc, ça va donner une valeur de P2. Mais comment est-ce qu'on peut déterminer comment ce changement va s'opérer? Bien, on peut se servir de cette équation-ci. Parce que puisque P1, V1 égale à la constante, qui est notre pente de notre droite, si on est dans une autre situation, donc imagine qu'on est dans notre graphique, on est à, ça serait P1 et ça serait 1 sur V1. Ici, tu aurais P2 et ça serait 1 sur V2. Ça veut dire que si on change P1, P1 va devenir P2. Et donc, automatiquement, ça V1 va aussi devoir devenir V2. Mais pour être capable de déterminer comment, on se sert du fait que les deux vont avoir les mêmes constantes. On sait ici, pour ce point-là, que P2 va être égal à la constante de proportionnalité fois 1 sur V2. Ici, on peut dire que P1 va être égal à la constante de proportionnalité fois 1 sur V1. Donc, si on veut savoir comment ça va varier, on peut dire que la constante de proportionnalité va être égale à P2 fois V2. Et ici, la constante va être égale à P1 fois V1. Puisque la constante, les deux constantes sont égales, donc K égale à K, on peut donc dire que P1 fois V1 va être égal à P2 fois V2. Et donc, si on change et on a une valeur pour P2, on peut trouver la valeur du volume 2 à partir de P1 fois V1 et P2 en isolant V2. Ça fait V2 va être égal à P1 V1 sur P2 à l'aide de ce graphique-là et à l'aide de cette constante qui est la même pour les deux valeurs. Maintenant, si on résout un problème qui utilise ceci, un scientifique recueille 100 ml d'un gaz à 150 kPa. Quel volume ce gaz va-t-il occuper à 80 kPa si la température et la masse ne varient pas? Donc ici, c'est important. La température ne varie pas et la masse ne varie pas. Ça nous indique que le nombre de moles ne varie pas non plus. Tu n'as pas augmenté la quantité de gaz dans le contenant et tu n'as pas diminué la quantité de gaz dans le contenant non plus. Ça veut dire que on sait que la pression initiale est de 150 kPa. Le volume initial va être de 100 ml. On change la pression à une pression de 80 kPa. Donc, on peut dire que P1 V1 égale à P2 V2 d'après la loi de Boyle-Mariotte. Et donc, que V2 va être égal à P1 V1 sur P2. Donc, 150 fois 100 sur 80 nous donne. Maintenant, assurez-vous que les unités s'annulent pour que ça donne une valeur à la fin qui a une unité qui a de l'allure. Donc, 150 kPa fois 100 ml divisé par 80 kPa, c'est-à-dire que les kilopascals s'annulent. Et à la fin, on obtient 187,5 millilitres. Maintenant, je sais qu'on termine avec des millilitres parce qu'on avait commencé avec des kPa fois des millilitres divisé par des kPa. Donc, ça c'est une minuscule, donc les kPa s'annulent, il reste des millilitres. Et ça, c'est la réponse finale à l'aide de la loi de Boyle-Mariotte. La prochaine relation qu'on va voir, ou la prochaine loi, c'est la loi de Charles, qui est la relation entre la température et le volume. Donc, pour la loi de Boyle-Mariotte, pour qu'elle s'applique, comme je l'avais mentionné dans cet énoncé, et aussi un petit peu plus tôt, il faut que le nombre de moles reste constant, donc la quantité de matière reste constante. Et dans le cas ici, il fallait aussi que la température reste constante. Mais qu'est-ce qui arrive si la température varie? Dans cette situation-ci, il faut s'assurer que si la température et le volume
varie, qu'il faut que le nombre de moles reste constant, donc on n'ajoute pas de la matière et on n'en enlève pas. Et il faut aussi que la pression reste constante. Il faut seulement avoir deux variables dans ce cas-ci. La loi de Charles dit que plus que la température augmente, plus que le volume augmente. Pourquoi? Bien, imaginez un contenant. Tu as un contenant, puis c'est un ballon, par exemple. Donc, on va prendre un contenant qui peut changer de forme. Tu as un ballon qui est fermé. Et dans le ballon, tu as une certaine quantité de particules de gaz. Ces particules de gaz bougent. Si tu augmentes la température, tu augmentes le mouvement des particules de gaz. En augmentant le mouvement des particules de gaz, ils vont vouloir s'éloigner plus les uns des autres, ce qui va faire augmenter le volume du ballon. Donc, imaginez le scénario comme celui-ci, où tu as une éprouvette qui a un bouchon qui peut bouger dans l'éprouvette, mais qui empêche le gaz de s'échapper ou de rentrer dans cette partie-là de l'éprouvette. Dans cette situation-là, si on a une certaine quantité de gaz, donc un certain nombre de moles qui est constant, et que en chauffant, on peut permettre à ton contenant de changer de volume, la pression va rester constante parce que le volume va changer, donc la pression ne va pas augmenter. Et ça va faire en sorte que les particules vont se déplacer plus et vont vibrer plus à cause de la chaleur. Et donc, on devrait se retrouver dans un scénario où le volume va augmenter, d'après la loi de Charles. Les études de la relation de la température et le volume ont permis de déterminer ce qu'on appelle le zéro absolu. Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à cette valeur du zéro absolu? La valeur du zéro absolu, c'est une valeur qui a été déterminée par le prolongement des graphiques qui représentaient les variations de la température et du volume de différents gaz. Donc, imaginez que lors de ces études, ou lors de ces études scientifiques, ils ont pris différents gaz, donc ici on a 3 différents gaz, et ils ont étudié ce qui arrivait à la pression Donc, la relation... L'étude des relations de la température et du volume d'un gaz et la relation entre la pression et la température d'un gaz a permis d'identifier ce qu'on appelle le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est la température en degrés Celsius qui va être la plus basse qui peut exister, où à ce moment-là, les particules arrêtent de vibrer. Donc, ils ont obtenu cette valeur de zéro absolu en regardant la relation entre la température d'un gaz et la pression d'un gaz. Donc, ici, c'est dans un contexte qui n'est pas exactement le même que celui-ci, mais c'est un contexte qu'on va voir dans quelques diapositives. Lorsqu'ils ont fait cette étude-là, ils ont déterminé la pression d'un gaz à différentes températures pour 3 différents gaz ou pour plusieurs différents gaz. Donc, ici, tu as plusieurs différents gaz qui ont des propriétés physiques différentes les unes des autres. Ils ont vu que s'ils augmentaient la température, la pression d'un gaz augmentait de façon proportionnelle. C'est ça qui donnait une droite, avec la constante de proportionnalité étant la pente de la droite. Si on regarde un autre gaz, on observe la même chose. Si la température augmente, la pression augmente. Ça, c'est en prenant pour acquis que le volume reste constant, qui n'était pas le cas dans la diapositive précédente. Et ils ont fait ça pour différents gaz et ils ont obtenu des droites qui avaient des pentes qui étaient constantes. Ils ont ensuite projeté la droite derrière l'axe des ordonnées et ils ont obtenu un point
tous les points de toutes les pentes, de toutes les droites, de tous les gaz qu'ils ont étudiés convergeaient sur un même point qui était moins 273,5 degrés Celsius. Ils ont interprété ceci comme étant la température ou à un volume constant. Donc ici, tu as un volume qui est constant, donc une boîte qui ne peut pas changer de volume. C'est pour ça que la pression peut augmenter si on augmente la température. On a des particules qui arrêtent de bouger. Parce que rappelez-vous que quand tu as une particule qui exerce une pression sur un contenant, donc une particule de gaz, c'est parce qu'elle frappe la surface interne du contenant. Plus qu'elle frappe fort, parce qu'elle a de l'énergie cinétique, plus que la pression est grande. Et donc, plus qu'on augmente la température dans un volume constant, plus que la force avec laquelle la particule de gaz frappe le contenant va être grande parce qu'elle a beaucoup d'énergie cinétique. Ça veut donc dire que si tu baisses la température suffisamment pour que la particule arrête de bouger, elle va arrêter de frapper les parois du contenant. Et en arrêtant de frapper la paroi du contenant, tu te retrouves dans une situation où la pression est égale à 0. Donc, le zéro absolu, c'est la valeur de la température où les molécules et les particules de gaz arrêtent d'avoir de l'énergie cinétique, arrêtent de vibrer, arrêtent de frapper les parois d'un contenant et donc arrêtent d'exercer une certaine pression. Et ils ont déterminé que pour tous les gaz, la valeur était de moins 273,5 degrés Celsius. Ce zéro absolu a permis de donner une nouvelle, maintenant, unité de température qui est le Kelvin. 0 degré Kelvin, c'est le zéro absolu, c'est-à-dire que c'est égal à moins 273,5 degrés Celsius. Donc, 0 degré Celsius va être égal à 273,5 Kelvin. Donc, ça, c'est la température en Kelvin. C'est toujours la température en degrés Celsius plus 273,5 pour donner la température en degrés Kelvin. Ceci est important parce que quand on parle des relations entre la température et le volume et des relations entre la température et de la pression, c'est important ici de convertir l'unité de température en une unité en Kelvin pour que ça puisse fonctionner, parce que ça ne fonctionnera pas si tu utilises le degré Celsius. Et pour faire ça, il faut se rappeler que 0 degré Celsius, c'est le zéro absolu. Donc, moins 273,15. Je sais que j'ai dit 0,5, mais c'est parce que j'ai été induit en erreur par cette diapositive. C'est bien 0,15. Et ça veut donc dire que 0 degré Celsius va être égal à moins 273,15 Kelvin, ou 273,15 Kelvin. Donc, pas moins 273,15 Kelvin. C'est une valeur positive. Donc, la relation entre la température et le volume, donc la loi de Charles, nous indique que la température est proportionnelle à la pression. Parce que si tu regardes ce graphique, qui est la pression et la température, mais ici, on ne parle pas de la pression et la température, on parle de la pression et le volume. Si on regarderait un graphique qui représenterait l'augmentation de la température en fonction du volume, plus qu'on augmenterait la température, plus qu'on augmenterait le volume d'un gaz de façon proportionnelle. Donc, peu importe quel est le gaz, il va toujours y avoir une augmentation du volume en fonction de la température qui va nous donner une ligne droite. Donc, on peut dire que la température ou le volume va être égal à une constante de proportionnalité qui ici va être la pente, M, de ma droite, fois la température, qui va être ton X, donc ton abscisse. Puisque le volume est proportionnel à la température, si on isole la constante de proportionnalité, il faut qu'on divise par T des deux côtés. Et donc, on peut obtenir cette expression-ci qui nous dit que la constante de proportionnalité est égale au volume divisé par la température. C'est-à-dire que pour un gaz donné, si tu as une température et un volume, donc V1 et T1, et que tu augmentes un de ces deux facteurs, donc ici tu as V2 et T2, tu peux déterminer avec
3 des 4 variables, quelle va être la 4e variable qui est inconnue? Donc, si on augmente la température, par exemple, de T1 à T2, et qu'on connaît T1 et T2 et qu'on connaît le volume initial, on peut déterminer le volume final par le fait que les deux ont la même pente, qui est la même constante de proportionnalité parce qu'ils sont sur la même droite. Donc, ça veut dire qu'on peut obtenir l'expression V1 sur T1 égale à V2 sur T2. Et tant qu'on connaît 2 ou 3 de ces 4 variables, on peut trouver la 4e variable. Voici un exemple d'un problème qui utilise cette formule. Un scientifique aspire 15,3 cm3 de gaz carbonique à 34,2 degrés Celsius. Il a besoin de chauffer le gaz à 63,2 degrés Celsius pour l'expérience. Si la température est constante, quel volume occupera-t-il? Donc ici, c'est important. La pression reste constante. Donc, il faut qu'une de ces variables reste constante. Et aussi, le nombre de moles reste constant. Donc, ça, c'est aussi important ici. On ne veut pas changer le nombre de moles. Le volume est de 15,3 cm3 et la température va être égale à 34,2 degrés Celsius. Donc, 34,2 plus 273,15 qui nous donne 307,35 Kelvin. Donc, V1, T1. On va chauffer le gaz à une deuxième température qui est de 63,2 degrés Celsius. Donc, 63,2 plus 273,15, ça nous donne 336,35 Kelvin. On sait que V1 sur T1 va être égal à V2 sur T2. Donc, V2 va être égal à V1 sur T1 fois T2. Je vais continuer ici parce que je manque de place. V2 va donc être égal à 15,3 sur 307,35 fois 336,35. Donc, 15,3 fois 336,35. C'est par 307,35. Ça nous donne 16,7 cm3. Donc, ici, l'unité est le centimètre cube, parce que tu avais des centimètres cubes ici, tu avais des kelvins, ici, tu avais des kelvins, et on a annulé les kelvins qui nous donnent une valeur en centimètres cubes à la fin. Et donc, rappelez-vous que le centimètre cube, c'est une unité de volume comme le millilitre. Maintenant, j'aimerais qu'on essaie de se questionner sur est-ce que c'est logique. On sait que normalement, si on regarde la relation entre le volume et la température, c'est une droite qui est linéaire et qui augmente. Plus que la température augmente, plus que le volume augmente. Ici, on a augmenté la température, donc notre volume devrait avoir augmenté et il a bel et bien augmenté, donc logiquement, ça devrait fonctionner. L'avant-dernière loi qu'on va voir, ça va être la relation entre la température et la pression qui s'appelle la loi de Gay-Lussac. La loi de Gay-Lussac, c'est une autre forme de l'expression de la loi de Charles parce que dans le fond, ils ont étudié la relation entre la pression et le volume et la température et le volume en même temps. Et c'est ça qui a permis d'obtenir, dans le fond, le 0 degré Kelvin d'où vient ce graphique. Ils ont remarqué, comme on peut voir avec le graphique, que plus que la température augmente, dans un volume fixe qui ne change pas, donc un volume constant, plus que la pression va augmenter. Donc ici, on peut encore dire, OK, si on donnait une expression à ceci, on pourrait dire que la pression, qui est ton ordonnée, est égale à une certaine constante, qui va être la pente M, donc la pente de ta droite, donc M, fois le volume, la température, pas le volume, parce que ton abscisse, c'est la température. Et naturellement, tu pourrais dire plus B, qui serait ton ordonnée à l'origine, dépendant du gaz, par exemple. Mais on va ignorer ça et on va juste se concentrer sur cette idée-là, parce qu'on peut voir que dépendant du gaz, ton abscisse à l'origine
ou ton ordonnée à l'origine ne va pas être la même. Donc, si on regarde cette expression-là, on peut donc voir que la pression est proportionnelle à la température et que tu obtiens une constante de proportionnalité et que cette constante de proportionnalité va être la même parce que c'est une droite linéaire, peu importe quelle est la pression et la température parce que c'est la pente. Donc, on peut dire que la pression est égale à la constante de proportionnalité fois la température et si on isole la constante de proportionnalité, on divise par la température des deux côtés et on obtient cette expression-ci. Donc, si on change une de ces valeurs-là, donc si on a un gaz donné à une pression donnée et une température donnée dans un volume qui est constant et un nombre de moles constant, si on augmente la pression, la température, elle, va diminuer plutôt, parce qu'on regarde c'est de l'inverse, donc elle va diminuer. Si on augmente la température, la pression va augmenter et on peut déterminer la valeur de cette augmentation et de cette diminution à partir de cette formule-là ou de cette équation-là parce que les deux vont avoir la même constante de proportionnalité. Je ne vais pas vous donner un exemple de ceci au niveau de calcul, mais ça va suivre le même type de calcul que vous avez besoin de faire comme le calcul qui avait été fait ici. N'oubliez pas que la température doit être en degrés Kelvin pour que ça fonctionne. La dernière relation qu'on va voir va être la relation entre le volume et le nombre de moles de molécules qu'on appelle la constante ou la loi d'Avogadro. La loi d'Avogadro dit donc qu'un volume est proportionnel au nombre de moles de gaz dans un contenant. Naturellement, ça va être à pression constante dans cette situation-ci. Et comment est-ce qu'il a étudié ça? Bien, il a déterminé que dans un même volume, tous les gaz, tant que ce n'est pas un mélange, donc tous les gaz à l'état pur, avaient le même nombre de moles à la même pression, au même volume et à la même température. Ça veut donc dire que si tu avais une mole d'hélium à 0 degré Celsius, donc 273,15 Kelvin, et 1 atmosphère, le volume qu'il occuperait serait de 22,4 litres. L'azote aussi. Si tu avais une mole d'azote dans un contenant à 1 atmosphère et à 0 degré Celsius, le volume qu'il occuperait serait aussi de 22,4 litres, et ainsi de suite. Donc, peu importe quel gaz que l'on étudie, une mole de gaz à 1 atmosphère et 0 degré Celsius occupe toujours le même volume qui est de 22,4 litres. Ce qui a permis de déterminer que le volume est proportionnel au nombre de moles. Donc, logiquement, si tu augmentes le nombre de moles, le volume augmente aussi. Logiquement aussi, si tu as 0 mol de gaz dans un contenant, son volume est 0. Mais plus que tu augmentes le nombre de moles, plus que son volume va augmenter de façon proportionnelle.